Pendant notre enfance, chacun d'entre nous a entendu des histoires, des contes, des légendes de nos parents ou d'autres personnes pour nous donner des leçons, des avertissements ou tout simplement développer notre imagination. Notre belle province, le Québec, est remplie d'histoires étranges et mystérieuses qui font partie de notre folklore, de nos traditions et symbolisent ces terres sauvages et lointaines des grandes civilisations européennes à l'époque du XVIIe et XVIIIe siècle. Voici l'une de ces légendes qui a bercé l'enfance de chaque Québécois et Québécoise depuis des générations. L'histoire de la Corriveau. Avant tout, il faut savoir qu'est-ce qu'une légende. Une légende n'est pas une mythologie ou un conte. Une mythologie est une histoire qui est basée sur la religion pour répondre à des questions existentielles. Comme par exemple, dans la mythologie grecque, c'est le dieu Zeus qui lance des éclairs pour montrer sa colère. Et dans la mythologie nordique, c'est le dieu Thor qui provoque les éclairs en fracassant son marteau. Un conte est une histoire totalement inventée qui est remplie d'aspects fantastiques, comme les elfes, les dragons, la magie, etc. Alors qu'une légende est une histoire qui est basée sur le fait réel. Donc, il y a des informations qui sont rajoutées ou amplifiées avec le temps. C'est ce qui nous donne les histoires qui bercent notre enfance et élargit notre imagination et qui fait perpétuer nos traditions. Commençons par la légende et après nous parlerons de la réalité de Madame Corriveau. La légende raconte... Attends, ça mérite une ambiance. Voilà, là on est dans l'ambiance. Un beau feu de camp, dans la nuit, il n'y a rien de mieux pour raconter une belle légende. L'histoire d'une jeune femme avec une charme tellement envoûtante qui s'en venait presque étrange avec les gens de la région. Elle se marie à 16 ans avec un jeune homme agriculteur et qu'après quelques mois seulement, son mari meurt d'une manière mystérieuse. La veuve n'a pas été triste très longtemps, car une dizaine de mois plus tard, elle se marie avec un nouveau homme et lui aussi meurt d'un étrange accident durant la nuit. Les gens de la région commencent à avoir des soupçons. Mais c'est qu'après le 7e mariage que les enquêtes ont commencé. Et c'est à ce moment-là qu'on découvre la vérité sur elle. C'est une sorcière qui ensorcelle ses victimes avec son charme pour ensuite les tuer, un par un. La décision a été prise par le procureur. La pendaison et la mise en cage. La cage a été suspendue à la pointe de Lévis jusqu'à un certain temps. Puis un jour, la cage a disparu, du jour au lendemain. On n'a plus jamais retrouvé la cage, ni le corps, ni ses barreaux de fer. Encore aujourd'hui, nous entendons les grincements de la cage qui erre à la pointe de Lévis. Voilà. En gros, bref, la légende, c'est l'histoire d'une sorcière qui charme les hommes pour les tuer. Finalement, il était pendu et mis en cage. Yay! Moi qui n'habite pas loin de Lauson, j'ai toujours espéré d'entendre des grincements ou quelque chose qui prouverait que la Corriveau est toujours là. Mais dites-vous que son âme a beaucoup, mais vraiment beaucoup voyagé après sa mort. Mais avant de découvrir le long voyage après sa mort, il faut découvrir ce qui s'est passé réellement à Marie-Joseph Corriveau. Comme dans la légende, tout commence en 1733, dans le mois de février, dans un petit village qui s'appelle Saint-Vallier, petit village qui longe le fleuve Saint-Laurent. Bah, vous savez quoi? On va y aller, c'est juste là-bas. Allez! Comme dans la légende, tout commence dans le mois de février 1733 dans le village de Saint-Vallier, petit village au bord du fleuve Saint-Laurent fondé à la fin du XVIIe siècle.
avec la naissance de la fille Joseph Corriveau et de Françoise Bolduc. La petite Corriveau passe ses 15 premières années tranquillement à vivre une vie bien que normale. Juste à un petit détail près que les Valliers rois ont remarqué. Elle a une très grande beauté et son charme s'améliore année après année. Arrivée à sa 16e année, le 17 novembre 1749, elle va vivre un grand changement. Elle va se marier avec un jeune homme âgé de 50 ans. Non, il n'avait que 23 ans. Ce jeune homme s'appelait Charles Bouchard, simple agriculteur habitant de Saint-Thomas. Ils se sont installés sur les terres du père à Marie-Joseph Corriveau, Joseph Corriveau, après leur mariage. Et puis c'est tout. Il n'y a rien d'autre à savoir de plus sur leur relation. Là vous me dites, ben là entre la légende et l'histoire, il n'y a pas une grande différence pour l'instant. Ça, c'est à ce moment-là que tout change. Leur relation, leur mariage n'a pas duré quelques mois, comme dit dans la légende. Non, il a duré 11 ans. 11 foutues années. Il est mort le 27 avril 1760 et en plus, ils ont eu 3 enfants. Marie-Françoise en 1752, Marie-Angélique en 1754 et le troisième pour l'originalité, Charles en 1757. Mais alors, si Marie-Joseph Corriveau a eu des enfants, il y a forte chance que ces enfants ont une descendance et que cette descendance vit encore aujourd'hui. Oh. Et là, on s'éloigne un peu du sujet. Avec le temps, les gens du village commençaient à se poser des questions et à répandre des rumeurs à propos de la mort du défunt. Les rumeurs disent qu'il se ferait tuer pendant son sommeil par sa femme. Sa femme aurait coulé du plomb fondu dans son oreille. C'est quand même une manière assez originale pour tuer son mari. C'est quand même des rumeurs assez très précises. Du plomb dans son oreille, faut se poser vraiment des questions pour répandre ces rumeurs comme ça. Mais la veuve nie toute rumeur à propos de ce sujet et les enquêteurs ne peuvent pas ouvrir l'enquête parce qu'il n'y a pas assez de preuves pour prouver et ouï-dire des villageois. La veuve a été quand même triste, vraiment triste. Par contre, elle n'a pas été triste si longtemps que ça qu'on le croit, parce qu'après 15 mois, 1 an et 3 mois plus précisément, elle s'est mariée avec Louis Dodier, simple agriculteur de Saint-Vallier. Bref, un gars normal qui vit une vie normale, une relation normale, pas besoin de vous spoiler qu'est-ce qui va arriver après, et ben il meurt lui aussi, le 27 janvier 1763. On le retrouve mort dans son écurie, derrière le cheval, la face éclatée. Le coroner en conclut, et les villageois en concluent aussi, qu'il a été tué par accident par le cheval. Il a été sous la veille, il s'est retrouvé derrière le cheval et le cheval l'a juste écrasé la tête. Avant de continuer l'histoire sur notre protagoniste, Marie-Joseph, un petit cours d'histoire sur le Québec. La ville de Québec a été fondée en 1708 par Samuel de Champlain, ce qui crée la Nouvelle-France. Donc, territoire français. La base des cours d'histoire à l'école, ce n'est pas compliqué. Tout se passe bien jusqu'à la guerre de 7 ans, anglais contre français principalement. Première guerre qu'on pourrait dire qu'elle était mondiale car il y a eu des batailles en Amérique, en Europe et aux Indes orientales. Le 13 septembre 1759, bataille des plaines d'Abraham qui a duré 10 minutes. Victoire des Anglais. Et le 8 septembre 1760, la Nouvelle-France tombe entre les mains des Anglais. Geoffrey Amherst devient le gouverneur en attendant que tout se stabilise et la loi martiale s'impose vu qu'il y a juste des militaires anglais et des Canadiens français comme population. Et c'est le 10 février 1763 qu'avec le traité de Paris, la Nouvelle-France devient the Province of Quebec. Voilà, alors vous comprendrez que la mort de Louis Dodier se passe avec le contrôle total des Anglais. S'il va y avoir justice, ça sera une justice anglaise et non française. La justice française sont des justices inquisitoires, pendant que la justice anglaise est accusatoire. Finalement, les Anglais ont effectué l'arrestation de Marie-Joseph Corriveau et de Joseph Corriveau, Joseph parce qu'il habitait dans la même maison que le couple, et les a emmenés les deux à la redoute royale à Québec. Prison depuis l'installation des Anglais, autrefois était une grande fortification. Ils sont enfermés pendant 2 ou 3 jours avant le procès. Joseph se fait vieux et il est faible d'esprit. Les deux accusés prennent le temps de bien parler avant le procès. Le 29 mars 1763, les deux Corriveau sont appelés à la cour de justice, plus précisément au couvent des Ursulines à Québec. Le procès est composé de 2 officiers et présidé par le lieutenant-colonel Roger Morris. Qui est Roger Morris? Je vous dirai pas vraiment en détail, je vais juste vous dire en gros bref qui est ce gars-là. Ce gars-là, il était là à chaque victoire des Anglais lors de la conquête de la Nouvelle-France. Bref, c'est un gars extrêmement connu à l'époque. Le procès se passe comme il doit se passer normalement. Des questions ont été posées, des réponses ont été dites, des témoins ont été appelés, des proches ont donné leur point de vue. Le père de Joseph Corriveau, donc le grand-père à Marie-Joseph Corriveau, Jacques Corriveau, capitaine de la milice de Saint-Vallier, a donné son point de vue car c'est lui qui a dû faire le rapport de la mort de Louis Dodier. Et lui, il a conclu qu'il était mort par accident, écrasé par le cheval. Le coroner a donné son point de vue lui aussi, mais lui, il avait un doute sur la mort de Louis Dodier. Effectivement, sa tête était bien amochée, mais il a pu réussir à trouver que la tête a été attaquée par une fourche et non éclatée par le cheval. Il y a eu aussi Isabelle Sylvain,
la servante de Joseph Corriveau. Elle, par contre, ses propos, son témoignage était très houleuse, très vague et très flou parce qu'à chaque fois qu'on lui posait des questions, à chaque jour, ses témoignages étaient toujours très différents. On apprend qu'il y avait sujet à dispute entre Joseph Corriveau et Louis Daudier à propos d'argent, les paiements des terres, etc. Et aussi en plus qu'il y avait geste de violence de la part de Louis Daudier envers sa femme. Le 10 avril 1763, le verdict est rendu. Joseph Corriveau est coupable de meurtre et il sera pendu. Marie-Joseph Corriveau, elle est coupable de complice de meurtre, donc elle sera fouettée 60 fois avec un fouet à 9 liasses. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. C'est beaucoup. 60 coups de fouet avec 9 liasses, ça fait un bon quoi? Ça fait beaucoup. Elle sera fouettée 20 fois en dessous de la potence, 20 fois dans le marché de Québec et 20 fois chez elle à Savalier. Pour que les gens de Savalier comprennent bien le message que c'est pas bien tué, c'est Marie. Et aussi, Marie-Joseph sera marquée au fer rouge la lettre M pour meurtre ou matricide, mais en bref, c'est M. Voilà, c'est pas grand chose, c'est une petite conséquence. Et aussi Isabelle Sylvain, elle a été coupable de parjure, ce qui veut dire de mentir après avoir dit « je promets de dire la vérité ». Vu que son témoignage était tout le temps flou, on l'a accusée de parjure. Donc elle sera aussi fouettée 60 fois de la même manière que Marie-Joseph. Et aussi, Isabelle sera marquée au fer rouge la lettre P pour parjure. Le soir même, dans la redoute royale, Joseph fait appel au père Clapion, ou Glapion, selon les sources, ça varie entre ces deux lettres, un prêtre jésuite, pour faire confession, pour se préparer à sa mort. Plus tard dans la soirée, il confessa, il dit toute la vérité, et le père jésuite lui conseille d'aller en parler aux autorités. Ce qu'il va faire ensuite. La vérité, c'est que ce n'est pas lui le meurtrier. Il a fait tout pendant le procès pour que ce soit en sorte que ce soit lui l'accusé et non sa fille. Mais en réalité, c'est sa fille qui a tué Louis Daudier. Et bien sûr, tué avec la fourche comme avait prédit le coroner. C'est la fameuse conversation qu'ils ont eue juste avant le procès dans la redoute royale, comme j'ai dit, un peu avant. Alors le 15 avril 1763 a eu un deuxième procès et le procès s'est passé très rapidement et conclu très rapidement. Marie-Joseph Corriveau est coupable du meurtre de Louis Daudier. Le père est innocenté. Isabelle Sylvain, elle sera toujours punie pour parjure, donc elle va toujours se faire fouetter. Le général et gouverneur de la province dit: Marie-Joseph Corriveau sera mise à mort pour ce crime et son corps sera suspendu par des chaînes à l'endroit que le gouverneur croira devoir désigner. La sentence a été dite et 3 jours plus tard, le 18 avril 1763, Marie-Joseph Corriveau meurt sous la potence, la corde au cou, sous les buttes à neveu, dans les plaines d'Abraham. Son corps sera enchaîné dans une cage en fer qui est fabriquée sur mesure qu'il ait la forme de la silhouette du défunt. La cage avec le cadavre sera suspendue le jour même de sa mort à la fourche des 4 chemins à Sainte-Foy de Lévis. La cage a été placée à cet endroit pour que tous les gens de Saint-Vallier et de la région voient ce qui est arrivé à la Corriveau. Et aussi avertir les rebelles français qui semaient le trouble dans la ville, et ils ont arrêté après avoir vu ça. C'est que le 25 mai 1763 que le gouverneur donne l'autorisation de décrocher la cage et laisser les habitants du coin le choix de mettre la cage où bon leur semblera. Les villageois ont enterré la cage juste un peu plus loin d'où est-ce qu'elle a été suspendue, à côté d'une église, dans le cimetière des enfants morts sans baptême. Ceci est la fin de l'histoire de Marie-Joseph Corriveau. Elle avait que 30 ans. Avant de continuer l'histoire,
On va préciser de pourquoi cette légende elle est connue. C'est juste une meurtrière qui a assassiné 1 ou 2 hommes, puis elle est condamnée à être pendue. Bref, la routine pour la justice. Cette histoire a marqué le peuple québécois pour une détail, la cage. C'était la première fois que les Franco-Canadiens voient ce style de condamnation. Mais pour les Européens, c'était une méthode d'exécution assez connue, et ça s'appelait le gibet. Cette cage a créé un grand mystère autour de cette femme qui est enfermée pour l'éternité, et des rumeurs se sont transmises de bouche à oreille au fil des années, et aussi avec les poètes et écrivains québécois. La Corriveau est morte, mais la cage va continuer à voyager, et croyez-moi, ça sera un long voyage. Comme je vous ai dit précédemment, la cage et ce qui en restait de son cadavre a été enterré dans le cimetière juste à côté d'où est-ce qu'elle a été suspendue. Et ce n'est que vers les années 1849, ce qui veut dire 86 ans plus tard, la cage a été redécouverte par des fossoyeurs. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là pour le découvrir? C'est encore flou. Est-ce qu'ils voulaient la vendre ou ils ont juste trouvé ça par hasard? D'autres informations disent que c'est juste que le cimetière de l'église a dû agrandir et que c'est en creusant qu'ils ont trouvé cette cage. Ils ont exposé la cage dans l'église du quartier, puis ensuite a été vendue pour être exposée à Québec et aussi à Montréal. En 1851, un Américain observe la cage et il se dit « je vais me l'acheter ». Il l'a acheté et ce n'est pas n'importe quel Américain, c'est le plus grand metteur en scène de l'époque, P.T. Barnum, Phineas Taylor Barnum, le plus grand metteur en scène de l'époque, lui qui a créé le concept du cirque. Cet homme a été connu pour avoir présenté plusieurs choses étranges sur l'être humain, les nains, les siamois, la femme à barbe, les hommes forts, les géants, et j'en passe. Il a acheté la cage et il l'a emmené à New York pour le montrer dans son exposition de bizarreries. Il a enfermé la cage dans une cage en vitre, une cage dans une cage, waouh, avec comme écriteau « From Quebec ». C'est tout. En 1869, la cage a été transférée au musée de Boston, ou Museum Boston si vous voulez English, excusez pour mon accent. Il a été transféré comme artefact. En 1899, il a été transféré au Essex Institute à Salem. Oui, la ville des sorcières. Vous avez fait le lien, la Corriveau, Salem, on a fait le lien assez facilement. Elle a été exposée seulement en 1931 et aussi elle a été représentée dans un petit guide touristique en 1927 pour la ville de Salem. Le reste du temps, elle a été enfermée soit dans le sous-sol ou dans le vieux grenier avec plein d'autres morceaux de ferraille, puis restée là pendant toutes ces années. Ce n'est que vers 2010-2011 qu'une femme de Lévis, une femme de chez nous, attendez un peu, je vais rechecker son nom pour être sûr. Ouais, Claudia Mendez, guide touristique et membre du conseil administratif de la Société d'histoire régionale de Lévis. Bref, elle aime beaucoup l'histoire. Elle trouve la cage par hasard dans le grenier du musée, entassée dans plein d'autres morceaux de ferraille. Elle a vraiment trouvé ça par hasard, à quelques pas de près, elle aurait pu le manquer. En 2013, la ville de Salem accepte de prêter la cage à Lévis pour fêter les 250 ans de la mort de Marie-Joseph Corriveau. Ce n'est qu'en 2015 qu'on a réussi à prouver que cette cage appartient réellement à Marie-Joseph Corriveau et donc on a réussi à la récupérer. Elle est encore aujourd'hui à l'abri dans les archives du Musée de la Civilisation à Québec. La cage finit son long voyage dans ce musée, aux archives, et elle restera le plus longtemps possible qu'elle pourra. Plusieurs questions n'ont pas été répondues, ou que je trouverai une réponse plus tard. Qu'est-il devenu des enfants de Marie-Joseph Corriveau après la mort du premier mari? Est-ce que le premier mari a été réellement mort d'une manière mystérieuse, ou c'est elle qui l'a tué? Est-ce que c'est vraiment elle la meurtrière de Louis Dodier? Y a-t-il eu une injustice pour elle? Est-ce qu'il y aurait eu une différence s'il y avait une justice française ou une justice anglaise pour elle? Toutes ces petites questions rajoutent juste un peu de couleur, plus d'imagination pour l'histoire, pour cette légende. Mais en attendant, pour moi, l'anomalie, je dis que le dossier de la Corriveau est maintenant clos. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. Je me donne comme objectif de vous raconter une légende au minimum une fois par mois. Si vous avez aimé
partagez la vidéo. Je veux que, pas juste la province connaisse, réapprenne cette histoire-là. Je veux que partout dans le monde, on réussit à transférer notre culture. Merci beaucoup pour l'aide d'internet et de tout genre et je vous souhaite une bonne soirée.